De retour sur le plateau du Monde en face, vous pouvez bien sûr réagir et poser les questions sur notre page Facebook. Sexe addict, une maladie mal connue dont nous allons parler avec nos invités tout de suite. Philippe Battel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin psychiatre, addictologue. Vous suivez des patients qui souffrent de diverses addictions. Est-ce que parmi eux, il y en a beaucoup qui souffrent d'addictions sexuelles? Parmi ceux qui viennent consulter au motif principal d'addiction sexuelle, très peu. Ça correspond à moins de 2% des consultants. En revanche, quand on s'intéresse aux critères d'addiction sexuelle chez des sujets qui viennent consulter pour d'autres addictions, soit pharmacologiques, soit comportementales, on trouve ce qu'on appelle dans notre jargon une comorbidité, c'est-à-dire une fréquence très importante des associations avec des comportements sexuels ou affectifs qui ont des critères de dépendance. Alors, quand on parle de dépendance à l'alcool, de dépendance à différentes drogues, c'est assez facile dans l'esprit des gens de parler de maladie et de voir que c'est une maladie. Est-ce que, en l'occurrence, l'addiction sexuelle est également une maladie? L'addiction sexuelle, c'est la tache noire des addictions. On voit bien que les addictions, c'est des maladies qui sont, les Américains appellent ça du self-inflicted disease, c'est-à-dire des maladies auto-induites. C'est-à-dire que le sujet est responsable et entendez derrière coupable, bien sûr, la culpabilité, puisqu'il va entretenir son comportement. Et là, sur cette question ô combien sulfureuse dans nos sociétés que le plaisir et la sexualité, on voit bien que reconnaître que quelque chose qui est de l'ordre de la quête du plaisir, qui est une quête sans fin, on l'a bien vu, hein, et sans fin, ou avec une fin FIM qui est inextinguible, eh bien, c'est difficile de reconnaître comme une souffrance, et il faut souvent quelque chose qui est une confrontation très violente pour que les sujets eux-mêmes se reconnaissent. Et les addictologues ont aussi beaucoup de mal, puisque même dans les critériologies internationales, on parle encore d'hypersexualisme et de quelque chose qui reste encore un peu fou. Juste une chose, puisque vous venez de dire hypersexualisme, c'est quoi, que les gens comprennent bien, la différence entre quelqu'un qui adore, j'ai une question d'Erwan, je ne peux pas m'empêcher de faire l'amour tous les jours, je suis accro au sexe, les gens qui ont besoin, qui ont de grands besoins ou qui ont vraiment envie de tous les jours, avec un sexe addict? Alors, la définition, elle n'est pas catégorielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément de seuil au-delà duquel il y a une fréquence de la sexualité qui pourrait être classée comme pathologique. D'abord parce que la norme en sexualité, c'est toujours très compliqué. C'est un phénomène. Alors, c'est la question principale en général, qu'on demande est-ce que c'est normal ou pas? Oui, c'est ça. Et puis en sexologie, cette question, elle est posée tout le temps. Est-ce que je suis normal? Est-ce que l'objet de mon désir est normal? Est-ce que Et je crois que le critère qu'il faut retenir, c'est un critère purement qualitatif, hein, qui est simplement la question de la souffrance, la question de quelque chose qui, à un moment ou à un autre, n'est plus équilibré. Et il y a toujours une bascule qui fait que cette quête du plaisir et d'un plaisir qui se veut universel, très animal, qui est la sexualité, eh bien, ce qui est inversé, c'est qu'on se met à souffrir quand ça s'arrête et on va, au contraire, avoir une sexualité pour combler ce manque et cette souffrance. Donc on n'est pas dans l'envie, on est dans le besoin. Absolument. Muriel Bellaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sexothérapeute, spécialiste de la cyberaddiction au sexe. À partir de quand y a-t-il une dépendance, une cyberdépendance au sexe? Une cyberdépendance au sexe, à partir du moment où la personne qui vient consulter explique à quel point sa vie se trouve bouleversée. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe des heures sur des sites pornographiques, sur des sites de rencontres avec des rencontres tarifées ou pas, et qui voit son univers basculer, sans pouvoir le contrôler. Et alors comment vous les repérez? C'est quoi les questions que vous posez? Parce qu'on imagine que de manière directe, c'est difficile de poser certaines questions quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que le début de l'entretien se fait de façon basique. Si la personne est mariée, enfin, quel âge a-t-il ou a-t-elle? Depuis 2011, c'est le moment où j'ai commencé à recevoir les addicts sexuels dans le cadre de l'hôpital Marmottan. Je n'ai reçu que 7 femmes. 7 femmes? Pour combien d'hommes? Alors 2011-2012, il y a eu 82 patients reçus. Ah oui. En 2014, il y en a eu 41. Et là, j'en étais à 31 patients. D'accord. En sachant qu'on n'est pas spécialisé dans l'addiction sexuelle. En matière d'addiction sexuelle, c'est toujours un ratio beaucoup plus important homme-femme? Absolument. Il y a un sexe ratio qui est largement en faveur, entre guillemets, des hommes, puisqu'on considère que 80% des sex addicts sont des hommes. Oui, donc la première consultation, vous faites quoi? Alors, c'est définir déjà ce qui amène la personne à venir consulter. Combien de temps? Alors, les sites pornographiques, combien de temps il passe? Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que c'est sur son lieu de travail? On a de plus en plus de personnes qui le font sur leur lieu de travail, avec tous les risques que cela encourt. Enfin, si c'est à la maison et qu'il y a une famille dans le coin, il y a des risques aussi. Oui, tout à fait. Et justement, certains sont
amenés à consulter parce que leur épouse, leur compagne... Ils ont oublié d'éteindre l'ordinateur. Exactement, l'historique, oublié d'effacer l'historique. Et donc, c'est la condition sine qua non c'est d'aller consulter un spécialiste. D'accord, sinon c'est la séparation. Souvent, oui, c'est ce qui est mis en avant. Là, quand on a entendu les témoignages, Philippe Battel, la moyenne d'âge se tient à peu près. Il y a des sex addicts très jeunes. C'est rare. C'est rare parce que c'est un process qui va faire que la sexualité, ça se développe plus ou moins précocement. Et on sait que l'exposition à une sexualité précoce, et en particulier aux images pornographiques, est un des facteurs pour développer une addiction sexuelle. Et en gros, il va y avoir toute une phase, j'allais dire, comme dans les autres process avec les addictions, où c'est la lune de miel avec le produit, avec la sexualité. Et puis, peu à peu, il y a des comportements qui vont se mettre en place, en particulier compulsifs, répétitifs, une insatisfaction croissante. Et en gros, il faut attendre très souvent la troisième décade, c'est-à-dire les sujets après 30 ans, pour qu'ils aient développer une véritable addiction. Et souvent, il faut attendre des années et des années avant qu'ils reconnaissent ça comme une maladie et surtout qu'ils aillent avoir le courage d'aller demander de l'aide. C'est pour certains considéré comme la perversion. On en est loin ? Bien évidemment, ce n'est pas de la perversion et c'est un des diagnostics différentiels et une des images qui entachent considérablement l'addiction sexuelle. Les diagnostics il n'y a pas envie de faire du mal. Non, il n'y a aucune intention de faire du mal. Ils se font du mal à eux-mêmes avec un instrument de plaisir qui est la sexualité. Et on voit bien dans ce formidable reportage comment ça conduit à une douleur absolument morale. L'autre diagnostic différentiel, c'est le donjuanisme. C'est-à-dire l'idée que on est, en gros, pour dire les choses de manière un peu vulgaire, des queutards triomphants et qui vont, sous des formes plus ou moins romantiques, exercer comme ça une espèce d'hyper-séduction. On est bien loin de ça. Est-ce qu'on peut être addict et fidèle ? Est-ce qu'on peut être sex-addict à une personne ? C'est compliqué. En tout cas, si la fidélité est définie sur les rapports sexuels, il est clair que c'est rarement compatible. Et que très très vite, ça fait soit exploser les couples, soit dans des cas, et comme c'était présenté, on travaille la question de la codépendance et on aide comme ça le sujet à réinvestir une histoire affective qui est mise en danger. Est-ce que l'augmentation des sites porno, la multiplication des sites porno et leur facilité quand même d'accès, est-ce que c'est un risque d'augmentation de l'addiction sexuelle ? Parce qu'on a une question de jeune fille qui a découvert la sexualité très jeune, vers 13 ans, avec des films porno et aujourd'hui elle ne peut plus s'en passer. Alors leur facilité d'accès, oui. La multiplication, déjà les sites pornographiques sont tellement nombreux que si on en rajoute 100 ou 500, ça ne changera pas énormément de choses au problème. Mais par contre, ce que vous dites, c'est extrêmement important. C'est ces jeunes gens qui viennent consulter parce qu'ils ont grandi avec la pornographie, la cyberpornographie. Il est évident qu'à l'époque où ils regardaient un DVD de papa et il fallait regarder tout le film pour trouver une scène excitante, et rembobiner, etc. Il suffit de taper une scène précise et on met le mot-clé qui nous intéresse et on a des centaines et des centaines d'images qui s'offrent à vous. Et quand vous découvrez la sexualité comme ça, la majorité s'en portera très bien, il n'y aura pas de souci, mais certains d'entre eux auront du mal à calquer ce qu'ils voient sur Internet et avec une vraie compagne. Parce qu'une vraie compagne, ce n'est pas évidemment une actrice de porno. C'est sûr. Qu'est-ce que l'on sait des causes de l'origine de ce trouble ? C'est forcément un abus sexuel dans l'enfance, forcément un traumatisme dans l'enfance ? Alors, l'abus sexuel, il est présent dans beaucoup de parcours d'addicts. Il est particulièrement présent dans l'addiction sexuelle avec des taux qui avoisinent les 40 à 50%. Souvent, quand on dit ça, on imagine qu'il y a derrière ça de la revanche et quelque chose qui est de cet ordre-là. Je pense qu'il y a une blessure, toujours, une faille qui existe autour de la sexualité, de ce que représente la sexualité. L'autre point, c'est que comme toutes les addictions, il y a une prédisposition qui est en partie neurobiologique, avec une appétence sexuelle qui est variable d'un sujet à l'autre, et surtout une incapacité, quand les premiers dommages arrivent, eh bien, de les regarder comme des dommages et de corriger son comportement. Et donc, il y a ce trio, comme toujours, un environnement, un sujet, et puis un produit qui, pour le coup, là, est la sexualité. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Qu'est-ce que vous proposez à vos patients accros au cybersexe ? Alors, comment on peut les aider ? L'idée, déjà, c'est de se dire que quand la pulsion arrive de consulter Internet, c'est d'essayer au moins de la différer le plus possible, voire
de l'enlever. Alors en faisant quoi? J'avais un patient qui avait vu un psychologue psychothérapeute et qui me dit, voilà, il m'a dit que quand j'avais envie d'aller devant l'écran, il fallait que je prenne mon jogging et que j'aille courir. Mais il était coureur? Il était Pas jogger? Du tout, justement. Ah, et oui, alors, coureur, mais c'est important ce que vous dites, parce que c'est exactement ce qu'il m'a dit. Je lui dis, et alors? Mais je déteste courir. Oui, donc ça on ne sert peut à rien, pas ça. demander de remplacer Bien un sûr. plaisir, qui en tous les cas est un plaisir instantané, par quelque chose que vous ne supportez pas de faire. Donc l'idée, c'est de ne pas rester devant l'écran, D'accord. et puis de sortir, de prendre un livre, De faire différer quelque aussi le chose. moment où on va se connecter dans la journée. Voilà. Il y a bien quand même des thérapies de réappropriation quand même de son estime qui doivent être Absolument. Ce nécessaires. qu'il y a j'imagine. vraiment en commun, c'est un déficit majeur de l'estime de soi et qui est aggravé au fur et à mesure. Hein. Il y a une place très importante, et peut-être plus que dans d'autres addictions, à une approche qui est psychodynamique, qui va permettre à un sujet de comprendre un peu les racines de ce trouble, avec quelque chose qui est un travail en profondeur et qui est décrit là par Jean-Benoît Dumontex et qui fait ça de manière remarquable et qui va conduire un sujet à changer. Ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut associer aussi l'entourage à ce processus de changement. On n'a pas de médicaments. Et on a surtout... Les médicaments quand même qui apaisent un peu l'anxiété, ça n'a pas d'intérêt? Oui, mais comme toujours dans les addictions, il faut les utiliser avec parcimonie. Et d'autre part, il faut éviter le switch sur d'autres dépendances. Et il faut conduire le sujet à se rassurer sur un point, c'est que quand on est dépendant à la cocaïne ou à l'héroïne ou à l'alcool, on peut envisager une vie sans prendre d'héroïne, de cocaïne et d'alcool. Là, c'est l'abstinence. Imaginez 30 secondes qu'on vous enlève la sexualité, eh bien, c'est la panique. Parce qu'on rassure les addicts sexuels. L'idée, c'est bien évidemment, au contraire, de se réapproprier une sexualité. Peut-être que ça passe par une phase d'abstinence, ou en tout cas, par une phase qui est extrêmement difficile, qui est de renoncer au mécanisme complètement fou qu'on a mis en place. Les logiciels qui bloquent les sites porno, ça a un intérêt ou pas du tout? Oui, alors ça a un intérêt. Mais alors, si on veut le faire, si on ne veut pas le contourner, si on décide vraiment de le faire, alors il y a beaucoup de logiciels même gratuits. Hein. Donc l'idée, c'est de mettre un mot, un code, mais qui ne soit pas une date de naissance, machin. Le truc qu'on ne retrouve pas, quoi. Voilà. C'est ça? C'est-à-dire, vous mettez 10 chiffres, 10 lettres avec des symboles et vous vous arrangez pour qu'il ne soit pas à portée de votre main. C'est-à-dire, vous le mettez dans un endroit où déjà, au moment où vous allez avoir envie d'avoir accès, de se dire, tant pis, je vais chercher le code. Bon, alors déjà, il faut que je me lève, il faut que, je l'ai planqué à la cave, dans un carton, On ne trouve pas, d'accord. ou dans un bureau si je travaille, mais qu'il soit tellement difficile de le trouver, ça peut désamorcer en tous les cas D'accord. l'instant. Ouais, c'est important d'aller effectivement consulter parce qu'on peut vous aider. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Pour en savoir plus, il y a ce livre de Florence Sandis avec Jean-Benoît Dumontex que vous avez vu dans le reportage, Les sex addicts, quand le sexe devient une drogue dure, c'est chez Hors Collection. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Le sexe est loin d'être la seule addiction. Du café aux médicaments en passant par les drogues dures, des centaines de milliers de Français se dopent. Ouvriers, employés de la restauration, enseignants, mais également médecins et surtout étudiants en médecine, ils ont recours à différents psychostimulants pour être performants au travail. Dopés du quotidien, c'est une enquête de Timothée Derex sur des habitudes à haut risque.